Alors, en 3 temps, je l'ai dit pour cette conférence de presse. Dans un premier temps, on va faire un retour très factuel sur les informations qu'on a, ou qu'on n'a pas d'ailleurs, ce qui est le problème dans ce dossier. Ensuite, ma consoeur reviendra précisément sur la procédure en tant que telle. Mon confrère Ruiz sur les échanges qu'on a pu avoir avec les autorités françaises depuis le début de cette mission. Et enfin, mon confrère Kempf reviendra sur les actions judiciaires que nous entendons déposer dès à présent, notamment s'agissant des saisines judiciaires devant les autorités françaises et les juges français. Alors, s'agissant des faits, je ne reviens pas sur l'ensemble de cette opération, qui est une opération, vous le savez, évidemment civile et humanitaire, avec à son bord plus de 44 Français au départ, même si il y a eu plusieurs difficultés qui ont amené finalement à moins de navigants. Donc on était plutôt autour de 35 navigants français, plus de 400 participants, de plus de 20 nationalités confondues, donc de toute l'Europe. C'est la première mission humanitaire civile maritime en termes d'ampleur jamais constatée. Et cette flottille donc, qui est partie au départ, vous le savez, donc de Barcelone, de Tunis, et qui avait un objectif évidemment parfaitement licite, parfaitement pacifique, mais surtout légal, qui était d'acheminer des vivres et des médicaments à l'attention de la population gazaoui, dans un contexte génocidaire, mais encore dans un contexte évidemment de bombardement intensifié s'agissant des précédents jours. Cette flottille, dès le départ, a connu des péripéties tout au long de la traversée. Déjà au départ de Tunis, avec un certain nombre de difficultés qui étaient en lien avec les navires, mais pas seulement, un certain nombre aussi d'obstacles d'ordre administratif, aujourd'hui qu'on n'est pas tout à fait en mesure d'expliquer tout à fait. Puis, elle a connu un certain nombre de violences, des faits de nature criminelle qui ont visé toute la traversée de cette flottille, et on peut le dire aujourd'hui, qui ne s'est pas fait sans encombre. On recense à minima 4 épisodes de violence, donc dans la nuit du 8, du 9 et du 23 septembre dernier, où la flottille, les journalistes qui sont ici présents peuvent en attester, ça a été authentifié comme tel, de sorte qu'il n'y a pas de raison de remettre en doute la matérialité de ces événements. Ces flottilles ont été attaquées par des drones. La responsabilité à ce jour et l'imputabilité de ces attaques n'est pas encore démontrée, mais toujours est-il qu'on sait qu'au moins à 4 reprises, eh bien, les navigants civils à bord ont vu leur vie, en tout cas, mise en danger par des explosions de drones. On se rappelle que le secrétaire général, en tout cas le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, a appelé immédiatement, dès le 23 septembre dernier, à une enquête internationale pour que les responsabilités soient établies. On se désole d'ailleurs que la France n'ait pas emboîté le pas et n'ait pas cherché en réalité à attribuer la responsabilité à qui que ce soit à travers des investigations indépendantes. Toujours est-il que cette flottille a fait l'objet de ces attaques. Puis, en définitive, ce qui devait arriver, ou en tout cas ce qui était à craindre, est arrivé, puisque le 1er octobre dernier, eh bien, dans la nuit du 1er octobre dernier jusqu'au matin du 2 octobre 2025, eh bien, cette flottille a été, en tout cas pour l'ensemble d'entre elles, puisque le dernier navire, et nous comprenons que la Marinette, qui était le dernier navire qui continuait sa course vers Gaza, eh bien, tous les navires ont été interceptés illégalement par les autorités israéliennes, mais je laisserai là la parole tout à l'heure à ceux de mes confrères qui vont venir qualifier cette interception qui ne fait aucun doute sur son caractère éminemment illégal, puisque cette interception, nous le disons, elle n'est pas contestée, elle est intervenue pour certains navires, la plupart d'entre eux dans les eaux internationales. Nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, les eaux internationales, eh bien, c'est la liberté de navigation qui s'applique, et cela en vertu du droit international maritime, et nonobstant la circonstance que les autorités israéliennes n'aient jamais ratifié un certain nombre de conventions. Et tout cela est évidemment
indifférent. Toujours est-il que cette interpellation illégale est arrivée le 1er octobre, que nous avons, de l'aveu de nos clients avec lesquels nous étions en live, en direct, nous avons suivi cette interpellation. Cette interpellation, à ce stade, ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'elle a été effectuée effectivement, mais ça vous le savez, par l'armée israélienne, avec effectivement des personnes qui étaient surarmées, compte tenu des civils non combattants et évidemment pacifiques à bord. C'est fait dans un contexte d'usage de canons à eau. Je rappelle encore une fois que s'agissant des avocats que nous sommes, un usage qui est fait dans certaines conditions et selon certaines modalités de canons à eau peut être considéré comme une violence. Et ça, je crois qu'il faut que ce soit clair pour les uns et les autres. Dans un contexte de nuit, avec systématiquement des opérations d'intimidation, cette interpellation, on le discutera en temps utile, mais sur les conditions dans lesquelles cette interpellation a eu lieu, mais encore avec finalement un acheminement, en tout cas un abordage, et ça on y reviendra aussi tout à l'heure, de ces navires-là, qui a conduit à la déroute des navires, en tout cas à une trajectoire déviée, après ordre et sommation, et ça nous l'avons puisque nous savons que les autorités israéliennes ont fait sommation en prenant possession évidemment des canaux radio des navires pour demander au capitaine de dévier leur route sous la menace d'un abordage. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Dans ce contexte-là, ce que nous savons, puisque les contacts très tôt ont été coupés avec nos clients qui se trouvaient à bord, ils ont été pour la plupart donc conduits, et ça vous le savez également, vers le port d'Ashdod, qui est une base navale donc en Israël. Plus de 24 heures après leur interpellation, en réalité, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que personne ne peut dire avec certitude, pas même d'ailleurs les autorités consulaires françaises, qui sont bien en peine aujourd'hui de dire aux familles quel est, mais ma consoeur le dira, le régime aujourd'hui des détentions de nos clients. Nous avons d'ailleurs, et mon confrère le dira aussi, sollicité à plusieurs reprises les autorités françaises pour nous enquérir de ces informations que nous n'avons toujours pas à ce jour. Donc on ne connaît pas le régime de détention de nos clients, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ils ont passé la nuit, où ils se trouvent à l'heure actuelle. On a des informations d'ailleurs à cet égard qui sont contradictoires, souvent qui nous sont données de la part de différentes délégations, mais en tout état de cause, pas de la délégation française. Ça, c'est une certitude. Voilà ce que je peux dire s'agissant des informations à ce jour. Alors, tout de même, il faut savoir quand même que donc ils ont été amenés au port, enfin en tout cas de la base navale d'Ashdod, donc je l'ai dit. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'il y aurait a priori un transfert, mais de là à savoir si ça a été le cas hier soir, encore une fois, nous n'en savons rien, et ce sont les avocats français aujourd'hui qui vous le disent, ce qui est évidemment très grave. Eh bien, nous n'en savons rien, et ce qu'on sait, c'est qu'il était prévu qu'il y ait un transfert donc vers la prison de Kedziot, alors pardonnez-moi, je ne sais pas comment le prononcer, donc près de Nitzana, donc dans le désert de Negev, donc près de la frontière égyptienne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de le dire. Donc voilà que nous avons des ressortissants français qui sont dans la nature, je ne sais pas comment le dire autrement. Les autorités françaises, de deux choses l'une, soit le consulat de France à Tel Aviv a cette information, et auquel cas les familles ne n'en sont pas informées, ou alors les autorités françaises n'ont pas cette information, et auquel cas c'est gravissime. Voilà, c'est gravissime, parce qu'on a des ressortissants français aujourd'hui qui, 24 heures après leur interpellation illégale dans les eaux internationales, sont littéralement dans la nature. Voilà où on en est, et on ne parle pas là d'un régime que je connais bien, qui est le régime iranien, on parle de l'État d'Israël. Donc on n'est pas quand même dans une situation où on n'est pas en mesure de récupérer ces informations-là, et donc la situation est d'autant plus grave, et je terminerai par là, que nous avons pris connaissance d'une vidéo tout à fait édifiante, édifiante pour le moins, je le dirais en ces termes-là, où effectivement, si elle était authentifiée, et je crois qu'elle l'est, eh bien, dès l'arrivée de nos clients dans le port et dans la base navale d'Ashdod, eh bien, il semblerait que le ministre israélien Ben-Gvir, lui, ait pu avoir la primauté de cet accueil, et vous verrez les conditions dans lesquelles cet accueil a été fait, avec évidemment des propos infamants, ce qui a été le
cas est diffamant à l'encontre de nos clients, qui étaient présentés comme des terroristes. Ce n'est pas la première fois que les autorités israéliennes le font. Je l'ai dit tout à l'heure, tout au long de la traversée, les autorités israéliennes, par la voix de leurs officiels et du ministre de la Défense pour l'un et désormais du ministre de la Sécurité intérieure, n'a cessé de qualifier cette flotte comme étant organisée directement par le Hamas. Évidemment, ces propos sont diffamants, ils sont insupportables et nous en tirerons les conséquences juridiques en temps utile, au moyen en déposant toute action devant les juridictions françaises telles que nécessaires. Voilà, je passe la parole sur le reste et puis ensuite, évidemment, on pourra échanger si d'aventure vous aviez des questions plus factuelles. Si vous pouvez tourner le micro légèrement, vers. Ah oui, par là. Oui, ça marche. C'est bon pour vous. Celui-là? Oui, c'est ça. Et celui-là aussi? Tant qu'à faire. Allez, on met tout. Voilà ce qui peut être ajouté à ce que vient d'indiquer ma consoeur Shirin Ardakani pour essayer de vous éclairer sur la manière dont nous avons opéré et dont nous avons travaillé depuis que nous avons été saisis pour assister les ressortissants français qui sont montés à bord. Notre intervention, elle avait deux buts. Le premier, c'était de sécuriser leur traversée. C'était d'être à leur assistance et à leur représentation pour pouvoir nous adresser à toute autorité afin de sécuriser leur traversée. Le second, c'était de sécuriser leur interpellation dont on savait, ou en tout cas dont on avait toutes les raisons de craindre qu'elle allait intervenir en dépit du fait qu'elle soit parfaitement illégale, comme l'a rappelé Shirin Ardakani, et comme je crois qu'aujourd'hui, en réalité, et c'est là-dessus que j'espère que vous allez pouvoir relayer les propos que nous venons vous tenir ce matin, c'est que nous nous trouvons dans une situation où en réalité, il n'y a plus de discussion sur la légalité de l'action. Il n'y a pas eu de discussion sur le fait que cette mission humanitaire, elle est pacifique, elle est humanitaire, elle est légale. Là-dessus, il n'y a plus personne, il n'y a plus une voix pour nous dire le contraire. Ça fait l'unanimité. Il n'y a plus non plus, je crois, de débat sur l'illégalité de l'interception et sur l'illégalité des actions israéliennes, l'illégalité même de leurs propos. C'est-à-dire, comme vient de le rappeler Shirin Ardakani, le narratif qui nous est servi à l'envi pour nous dire ce sont des terroristes, ils sont financés par la branche armée du Hamas, ils sont armés et ils ne viennent que dans le but de ceci, cela. Je crois que ce narratif-là, il fait long feu aujourd'hui. Il ne convainc plus personne, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale. Ça, c'est aussi un point sur lequel, je crois, aujourd'hui, il faut que les médias, que vous êtes, puissent relayer cette réalité qui est une réalité sociétale, mais qui est aussi une réalité juridique. Et c'est à ce point une réalité juridique qu'il n'y a personne au sommet de l'État qui ignore cette réalité juridique. Et notre mission, donc, qui avait deux buts, ce que j'ai commencé par vous dire, on l'a mise en œuvre d'abord en nous manifestant auprès des autorités françaises, que sont le ministère des Affaires étrangères, mais également de l'Élysée. On a fini par aller jusqu'à l'Élysée et par dire où nous sommes les avocats de ces personnes civiles qui mènent une mission humanitaire pacifique légale et qui font l'objet de menaces, de pressions, d'intimidations, d'attaques de drones depuis Tunis. Donc la première attaque de drone, sauf erreur de ma part, c'était début septembre. Et la deuxième attaque de drone, il y a eu quand même une attaque de 13 drones en une nuit sur la flottille. Et quand je dis 13, c'est un minimum. C'est à minima 13 attaques de drones dans la nuit du 23 au 24 septembre, sauf erreur de ma part, et je serai corrigée, je n'en doute pas si je fais une erreur. Et nous avons écrit une première fois, on nous a répondu « Merci, mais on s'adressera aux familles ». Nous sommes des avocats mandatés, nous avons transmis les mandats, et on nous répond au ministère des Affaires étrangères « Merci, mais on s'adressera aux familles ». Nous avons écrit des emails, puis de guerre lasse, le 29 septembre, lorsque les choses ont encore escaladé dans la pression et dans la menace parce que la flottille avançait, nous avons fini par écrire une dernière lettre, nous l'avons appelée une ultime demande,
qui tendaient à ce que l'État français prenne une position de protection de ses ressortissants français qui mènent cette mission légale, qu'elle prenne une position qui venait dire oui, ce que vous faites est légal, ce que vous faites respecte le droit humanitaire, ce que vous faites s'inscrit dans la droite ligne des décisions qui ont été rendues par les instances des Nations Unies et par la Cour internationale de justice qui a quand même pris des ordonnances qui sont obligataires à l'égard d'Israël et qui exhortent Israël, qui font injonction à Israël de laisser l'aide humanitaire passer et qui font par la même injonction aux États signataires d'abonder dans ce sens d'afflux de l'aide humanitaire vers une zone dont aujourd'hui il n'y a plus de débat, sur laquelle il n'y a plus de débat pour dire que ces êtres humains ont besoin d'aide. Et nous nous retrouvons à avoir une réponse, et je pense que mon confrère Ruiz vous en livrera les propos in extenso, qui vient nous dire, finalement, la légalité de l'action, bah oui, on est d'accord. L'illégalité de l'interpellation, effectivement, ne fait plus de discussion. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons. Donc ce qu'on vient nous dire, c'est on ne va pas faire de droit. On ne va pas faire de droit, on ne va pas appliquer le droit international, on ne va pas non plus appliquer le droit interne, parce que mon confrère Kempf le dira, des solutions en droit interne, il y en a. On ne va pas saisir les juridictions, on va s'arranger. Eh bien, ce « on va s'arranger », aujourd'hui, il n'est plus acceptable. Il n'est plus acceptable pour les avocats que nous sommes et qui essayons modestement de faire du droit pour faire avancer les droits de tout le monde, mais il n'est plus acceptable d'un point de vue absolument, j'ai presque envie de dire consensuel. Je sais bien que le consensus, c'est une notion subjective, mais là, à ce stade, on ne peut plus considérer et regarder la négociation comme une voie acceptable. La négociation, à ce stade, quand elle vise à systématiser des interpellations illégales, à systématiser des violations du droit international, ça devient de la complaisance. Ça vient affaiblir le droit international, ça vient finalement amenuire et ça vient détruire la protection qui est due à des ressortissants français civils qui prennent des risques à la place d'États parce que les États sont passifs. Ça, pour nous, c'est plus acceptable. Et c'est aujourd'hui notre mission et c'est aujourd'hui notre, j'ai envie de dire, notre mandat, que de faire en sorte à la fois que nos clients bénéficient de la protection que leur État leur doit, bénéficient de la protection, j'ai envie de dire, internationale sur le plan des instances internationales que nous avons construites dans le but que l'humanité survive. Nous avons construit ce droit humanitaire pour que ce qui est en train de se passer ne se passe pas. C'est ça la velléité de ces citoyens qui ont embarqué sur cette flottille. C'est que le droit humanitaire, le droit international qui a été construit pour que les catastrophes du passé ne se reproduisent pas, s'actionne. Et ces citoyens ont pris la mer sur leur temps, sur leurs moyens, parce que nos États ne font pas le nécessaire. Notre travail aujourd'hui, ça va être d'essayer de faire en sorte que ces États se réveillent et qu'ils se saisissent des voies de droit qui existent et qui doivent être actionnées. À ce stade, la négociation, ça n'est plus acceptable. Alors, est-ce que vous voulez que je bouge les micros comme tout à l'heure? Merci. Oui, s'il vous plaît. Hop, ça vous paraît bon? C'est bon pour vous? C'est bon. Allez, impeccable. Oui, alors, comme nous vous le disons depuis tout à l'heure et depuis le début de cette matinée, nous avons eu, depuis que nous avons été mandatés par la délégation française de la flottille, un certain nombre d'échanges avec les autorités françaises, avec les autorités consulaires, d'abord avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et puis, depuis 24 heures maintenant, avec le consulat de France à Tel Aviv. Ma consoeur Anouk Michelin vous l'a dit, ces discussions se sont systématiquement révélées infructueuses. Et je crois qu'elles partent d'abord d'un principe extrêmement problématique pour la société démocratique dans laquelle nous nous trouvons et pour la République française. Il y a une inversion depuis le début de cette initiative, une inversion totale des principes. On est venu dire à des citoyens français
dont l'action est légale, dont l'action est moralement légitime, et qui ont le droit, voire le devoir, d'aller briser un blocus israélien illégal après que les Nations Unies, le 22 août 2025, aient déclaré un état de famine dans la bande de Gaza, que le contexte génocidaire ait été reconnu, là encore, par les Nations Unies, qui vont, avec le droit derrière eux, le droit dans leur voile, jusqu'à Gaza, pour essayer d'appliquer le droit international. Et la première chose que l'État français leur dit, c'est ne le faites pas. La première chose que l'on a dit à nos clients, que la diplomatie française a dit à nos clients, c'est n'y allez pas. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un État français, notre République, qui sait parfaitement que l'État d'Israël va violer le droit international, qu'elle va le faire violemment, qu'il va y avoir tout au long du parcours des attaques en règle contre des citoyens français qui sont dans leur bon droit, et malgré cela, le principe qui est adopté par la diplomatie française, c'est de dire ne le faites pas. Il y a, à notre avis, une inversion absolue de ces principes et un renoncement total de la République française à ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire le pays supposément des droits de l'homme. Ça, c'est pour la première partie des rapports qui ont été ceux de nos clients avec la diplomatie française. Alors effectivement, nous avons tout au long de leur voyage discuté, ou plus exactement, essayé de discuter avec le ministère des Affaires étrangères qui nous a opposé systématiquement une fin de non-recevoir. Et nous le disons aujourd'hui, cette fin de non-recevoir a été faite et nous a été adressée sciemment pour ne pas obliger la diplomatie française à avoir une position juridique et à avoir une position commune. Lorsque l'on vient dire à des avocats qui ont des mandats, qui ont prouvé ces mandats auprès des autorités françaises, qu'on ne parlera pas avec eux d'une seule voix, mais qu'on parlera avec plusieurs voix différentes aux familles, on ne fait rien d'autre que se cacher derrière des discussions bilatérales ou multilatérales pour ne pas prendre de position claire et précise en droit. Voilà ce que le ministère des Affaires étrangères a fait tout au long de cette traversée. Alors, nous avons plusieurs fois reçu des réponses du ministère des Affaires étrangères et de monsieur, notamment Aurélien Le Chevalier, qui est le directeur de cabinet du ministre démissionnaire Jean-Noël Barrot, qui nous a écrit un certain nombre de courriers. Le dernier en date, je l'ai là, je vous le montre, et nous allons vous le diffuser, si c'est possible de le donner, qui est un courrier dans lequel, noir sur blanc, la diplomatie française, le ministère des Affaires étrangères français indique, et je le lis in extenso, ça se trouve au 4e paragraphe, « Toute attaque avérée contre la flottille constitue une violation grave du droit international et met directement en danger la sécurité des civils à bord. » Ce que ça signifie, c'est que nous avons une position écrite du ministère des Affaires étrangères français indiquant que ce qui s'est passé dans la nuit du 1er octobre est une violation grave du droit international. Nous sommes 24 heures plus tard et il n'y a eu aucune réaction juridique en droit des autorités françaises. On ne peut pas accepter, en tant qu'avocat, nous ne pouvons pas continuer à accepter ce double discours. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que, d'un côté, la diplomatie française reconnaisse des violations du droit international et qu'elle ne fasse rien concrètement pour lutter efficacement et pour sanctionner cette violation qui a touché, je le rappelle, plus de 30 de nos concitoyens. On peut penser ce qu'on veut de leur action, on peut penser ce qu'on veut de leurs opinions politiques. Ces personnes sont nos concitoyens. Et nos concitoyens ont été attaqués par un État qui viole systématiquement les droits de l'homme et le droit international depuis plusieurs mois, avec la complicité objective aujourd'hui de l'État français qui décide de ne rien faire en retour et qui décide d'avoir une position extrêmement ambivalente, publiquement et en privé, lorsqu'elle s'adresse à nous et lorsqu'elle s'adresse aux familles de nos clients. Il y a plusieurs obligations qui pesaient et qui pèsent toujours aujourd'hui sur l'État français. La première obligation, ça n'est pas, contrairement à ce qui nous a été servi par le ministère depuis le début, ça n'est pas de déployer uniquement la protection consulaire. C'est une fable juridique qui a été racontée à nos concitoyens depuis au moins 2 ou 3 semaines. Il est faux, en droit, de dire
que le ministère des Affaires étrangères n'est tenu qu'à une protection consulaire et c'est tout. La France a signé énormément d'engagements internationaux, au nombre desquels figure la Convention de 1948 sur la prévention du génocide, au nombre desquels figure également la Convention internationale sur le droit de la mer qui a été signée à Monténégro Bay en 1982. Nous avons signé des règlements internationaux sur la navigation en mer en 1974. Tous ces règlements, tous ces engagements de la République française vont beaucoup plus loin que la simple protection consulaire qui est prévue par la Convention de Vienne, que nous avons effectivement signée par ailleurs, mais qui n'est pas la seule. Et je crois que continuer pour la diplomatie française à se cacher derrière cette seule et unique convention, c'est mentir en réalité à nos concitoyens sur l'étendue des obligations qui sont celles de la France. La France a et avait, et elle ne l'a pas fait, et nous traduirons évidemment en droit cette difficulté immense, démocratiquement et juridiquement. La France avait pour obligation d'abord de porter secours à la flottille avant son interception. Nous l'avons demandé par plusieurs courriers. Nous l'avons demandé à au moins 3 reprises, et ma consoeur Anouk Michelin vous l'a dit, par une ultime missive le jour même de l'interpellation, parce que nous savions, parce que ça avait été annoncé par les autorités israéliennes, que cette interception illégale allait intervenir. Nous avons demandé à ce que la France fasse exactement la même chose que ce que l'Espagne et l'Italie ont fait, c'est-à-dire envoyer un navire pour protéger nos ressortissants. Et pas uniquement pour venir les secourir une fois la catastrophe intervenue, mais pour empêcher la catastrophe. Parce que les obligations internationales de la France, et notamment sur le droit maritime, c'est de dépêcher et d'exiger de tout capitaine de navire qu'il se porte immédiatement au secours d'une flotte civile en danger. Nous avons réitéré ces demandes, elles n'ont jamais fait l'objet de la moindre réponse. Et je crois qu'il faut aujourd'hui le dire et le dénoncer avec force. Nous avons systématiquement mis l'État français en capacité de se conformer avec ses engagements internationaux et l'État français a fait le choix délibéré de ne pas le faire. Et cette abstention ne peut pas être mise sur le dos d'une méconnaissance du droit, elle ne peut pas être mise sur le dos d'un manque de moyens, elle est très clairement volontaire et décidée sciemment par notre République. Dernière chose que je souhaiterais indiquer aujourd'hui, c'est que la seule et unique obligation que l'État français considère devoir à nos concitoyens, c'est-à-dire cette protection consulaire qui est déployée, elle n'est même pas mise en place de façon correcte par l'État français. Ma consoeur Ardakani vous l'a dit, ma consoeur Michelin aussi vous l'a dit. Aujourd'hui, la protection minimale qui est due à nos concitoyens, c'est que les services consulaires soient en capacité de rassurer leurs familles, de leur donner des informations et d'aller les voir à partir du moment et dès que ces citoyens sont privés de leur liberté. Nous savons que ces citoyens, nos concitoyens, sont privés de cette liberté depuis 24 heures et nous savons parfaitement que le consul ne les a pas vus. Nous savons parfaitement que le consul est en incapacité totale de donner des informations fiables et comme nous vous l'avons dit, nous sommes tenus, et c'est la force aussi du collectif et du collectif international d'avocats, nous sommes tenus de faire le travail que ne fait pas la diplomatie française, que ne font pas les services consulaires. Donc, cette seule et unique obligation minimale de protection consulaire, même celle-là, elle n'est pas mise en œuvre par l'État français. En temps utile, et lorsque nous aurons récupéré un canal de discussion efficient avec nos clients, nous engagerons les procédures adéquates pour mettre en cause la responsabilité de l'État français, parce que cette responsabilité est absolue. Et qu'il y a, je crois, un moment aujourd'hui dans l'histoire qui peut permettre, peut-être, de faire basculer l'État français vers une forme de responsabilité envers ses concitoyens. Il est inadmissible que la République qui est censée nous protéger, c'est le contrat social, puisse continuer en toute impunité à ne pas protéger ses concitoyens lorsqu'ils sont dans leur bon droit et qu'ils sont victimes de violations graves du droit international. Je passe la parole à mon confrère Raphaël Kempf pour vous parler du reste des actions juridiques que nous allons évidemment par ailleurs mettre en œuvre.
les personnes que nous défendons et qui ont fait le choix de prendre place sur ces bateaux qui avaient pour but, vous l'avez compris, de transporter de l'aide humanitaire et de briser le siège illégal imposé par Israël à Gaza et aux Palestiniens de la bande de Gaza. Le choix fait par les personnes que nous défendons de prendre place sur ces bateaux est un choix qui résulte de l'abstention des États et de la communauté internationale de mettre un terme à la guerre génocidaire qui est actuellement menée par l'État israélien à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Donc c'est précisément parce qu'il y a une abstention de la communauté internationale de faire respecter le droit international qui est sans cesse violé depuis au moins 2 ans que des citoyens et des citoyennes ont fait le choix courageux de prendre place à bord de ces navires. Il vient de vous être dit que le Quai d'Orsay reconnaissait que l'attaque contre la flottille pourrait constituer une violation du droit international. C'est-à-dire que la position officielle de la France est de considérer qu'il y a dans cette attaque, à l'endroit des bateaux de la flottille, une violation du droit international. La France, vous le savez, est naturellement un État membre de l'Organisation des Nations Unies, pardonnez-moi, et un membre de la communauté internationale, et à ce titre a l'obligation de respecter le droit international et de faire respecter le droit international. Nous demandons donc aujourd'hui, officiellement et solennellement, à la France et au gouvernement français, notamment à son ministre des Affaires étrangères, de respecter ses obligations et donc de mettre tout en œuvre pour faire respecter le droit international. S'agissant des personnes que nous défendons, cela a pour conséquence que la France doit utiliser les voies de droit et les procédures judiciaires internationales qui lui permettent de faire constater cette violation du droit international à travers l'arraisonnement de ces navires d'aide humanitaire qui se dirigeaient vers la bande de Gaza. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une procédure qui a été enclenchée par l'Afrique du Sud, nous le savons, devant la Cour internationale de justice contre l'État d'Israël, au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, convention à laquelle l'État d'Israël est partie, et l'État d'Israël s'est engagé à respecter les obligations de cette convention internationale. Nous savons également que par plusieurs ordonnances, la Cour internationale de justice a dit qu'il existait un risque plausible de génocide à l'endroit des Palestiniens de la bande de Gaza et en a déduit l'obligation pour l'État d'Israël de laisser entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est une obligation imposée par la Cour internationale de justice par une ordonnance du 28 mars 2024. Cela fait donc plus d'1 année et demie. Or, nous défendons des gens qui souhaitaient apporter de l'aide humanitaire à travers une flottille pacifique dans la bande de Gaza. Et cette flottille a été arraisonnée illégalement en haute mer, cela vous a été dit, par l'État d'Israël. Par conséquent, la France, qui a des ressortissants qui se trouvaient sur ces bateaux, doit intervenir devant la Cour internationale de justice au soutien de la procédure menée par l'Afrique du Sud pour faire respecter les obligations qui sont celles d'Israël au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. C'est cette demande que nous formulons aujourd'hui, collectivement, solennellement, officiellement, est une demande qui s'inscrit dans la droite ligne du courrier de Monsieur Le Chevalier qui vient de vous être précisé, dont le contenu vient de vous être précisé par mon confrère Romain Ruiz, et qui dit qu'il y aurait une violation du droit international en cas d'une attaque contre les navires de la flottille. C'est-à-dire que la France, elle ne peut pas, d'un côté, dire il y aurait une violation du droit international si la flottille était attaquée, et d'autre part, ne rien faire. C'est-à-dire que lorsqu'un État membre de la communauté internationale, lorsqu'un État membre de l'ONU constate une violation du droit international, il doit agir, il doit tout faire pour mettre un terme à cette violation du droit international. Maintenant, nous entendons également, en France, mener des actions judiciaires devant les tribunaux français. Il faut savoir que la justice française a d'ores et déjà, dans un autre dossier, il y a plusieurs mois, ouvert une enquête, vous le savez probablement, ouvert une enquête, notamment pour complicité de génocide. La justice française, très officiellement, aujourd'hui, enquête sur des faits de complicité de génocide qui sont imputés à des suspects de nationalité française et israélienne
qui ont mené des actions pour empêcher l'année dernière des camions d'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Ces actions ont été menées au moyen de manifestations, de blocages pour empêcher les camions d'entrer dans la bande de Gaza et au moyen d'appels à participer à ces manifestations. Donc à la fois des actions sur le terrain et à la fois un discours. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la justice française considère que cela peut recevoir la qualification de complicité de génocide parce qu'on empêche l'aide humanitaire d'entrer à Gaza. Or, en ce qui concerne la flottille, nous sommes dans une situation où ces bateaux allaient amener de l'aide humanitaire à Gaza et ont été empêchés de le faire. Nous sommes donc dans une situation juridique comparable. C'est-à-dire que si la justice française considère qu'il y a là un acte de complicité de génocide, eh bien l'empêchement fait à des bateaux d'amener de l'aide humanitaire à Gaza doit aussi être juridiquement considéré comme quelque chose qui participe du génocide, parce que je dois vous rappeler que la Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide prévoit parmi les différents actes génocidaires qui peuvent être commis, eh bien, le fait de soumettre de façon intentionnelle un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et la privation d'accès à des soins, à des médicaments, à de la nourriture a précisément pour effet de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence, ou plutôt d'inexistence, pouvant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. C'est sur la base de ce raisonnement juridique que nous appelons la France très officiellement à intervenir devant la Cour internationale de justice. Et c'est sur la base de ce raisonnement juridique également que nous allons déposer des plaintes. Nous allons déposer des plaintes au pénal en France au nom des Français qui sont sur les bateaux. Parce que vous le savez probablement, lorsque des Français sont victimes de crimes qui ont été commis à l'étranger, eh bien, les juridictions françaises, la justice française a compétence pour enquêter sur ces crimes. Et nous avons identifié à ce stade 2 infractions pénales qui ont été commises à l'endroit des personnes que nous défendons. Il y a une première infraction pénale qui est punie en droit pénal français de 20 années d'emprisonnement, qui est le détournement de navires. Et nous considérons que le fait d'arraisonner en haute mer, en violation du droit maritime international, des bateaux sur lesquels se trouvent nos clients, eh bien, est constitutif de ce crime de détournement de navire. Maintenant, cela vous a également été dit, nous n'avons pas encore toutes les informations et vous non plus, mais nos clients, clientes, se trouvent actuellement privés de leur liberté en Israël, dans des centres de détention en Israël, dans le cadre de procédures qui mèneront peut-être à leur expulsion du territoire israélien. Nous en saurons plus probablement aujourd'hui et dans les prochains jours. Il y a une infraction pénale en droit français qui consiste à priver arbitrairement de sa liberté un individu par les agissements d'un État ou d'une autorité constituée. C'est une infraction qui est punie de 7 années d'emprisonnement. Eh bien, nous considérons que le fait de priver de liberté des Français qui étaient sur des bateaux, qui ont été arraisonnés en dehors du territoire israélien, qui n'avaient aucunement l'intention de se rendre en Israël, mais uniquement à Gaza. Et nous rappelons que Gaza est considéré comme un territoire occupé illégalement par Israël, d'après notamment, vous le savez, la décision, l'avis de la Cour internationale de justice du mois de juillet 2024. Donc le fait pour Israël d'emprisonner sur son territoire des ressortissants, notamment français, qui ont été arraisonnés en haute mer et qui n'entendaient pas se rendre en Israël, mais uniquement en Palestine, territoire illégalement occupé, eh bien, nous considérons que cette détention est arbitraire et les juridictions françaises, au titre de ce qu'on appelle un peu techniquement la compétence personnelle passive, c'est-à-dire le droit et l'obligation pour la justice française d'enquêter sur les crimes dont sont victimes des Français à l'étranger, nous allons dans les prochains jours déposer ces plaintes devant le parquet de Paris. Je vous remercie. Bien, si vous en êtes d'accord et qu'il y a des questions, on va les prendre. Ouais. Pour les statuts, j'ai des questions pour vous. Ah, Ouais. du coup, si c'est Voilà, pas fait. très bien. Ouais. Bonjour. Il y a Alors, votre collègue, voilà. si vous êtes... Merci, c'est Oussama Sial, Réalité Civile. Ma question concernant
la Cour internationale. Est-ce que, parce que je vous ai entendu dire que, je ne sais pas si j'ai bien compris, ça fait partie, donc cette attaque contre la flotilla, ça fait partie d'un génocide. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous allez vers la Cour internationale? Et une précision, on a 34, 44, on a combien de ressortissants français? D'accord. Alors, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide est une convention à laquelle Israël a adhéré, nous le savons. Donc sa juridiction est obligatoire pour l'État d'Israël. Une procédure, vous le savez également, a été enclenchée par l'Afrique du Sud. Et au titre de la Convention sur le génocide, plusieurs ordonnances ont été rendues par la CIJ. Parmi les obligations imposées par la CIJ à l'État israélien au titre de la Convention de 1948 figure l'obligation de faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Nous considérons donc que le fait d'arraisonner les navires constitue une violation de cette convention telle qu'interprétée par les ordonnances de la Cour internationale de justice. Et il faut bien rappeler le sens de la Convention de 1948 sur le génocide. C'est une convention pour la prévention et la répression, mais pour la prévention du crime de génocide. Et lorsque l'Afrique du Sud enclenche une procédure devant la CIJ à la fin de l'année 2023, on était déjà très tôt, l'idée c'était d'intervenir pour justement éviter que le génocide n'arrive. Et c'était ça le sens de l'action initiale. Donc aujourd'hui, nous disons que l'arraisonnement des navires de la flottille par Israël est constitutif d'une violation des obligations de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, telle qu'interprétée par les ordonnances de la CIJ. Et s'agissant du nombre de ressortissants, c'est ce qu'on expliquait au départ, c'est qu'il y avait au départ de cette mission 44 Français, qu'il y a eu des difficultés qui se sont posées, et notamment liées à des avaries de navires, qui ont ramené le décompte à peu près à une trentaine. Voilà, sans qu'on soit aujourd'hui de façon certaine, on n'est pas en mesure de vous dire combien de ressortissants français il y a, si ce n'est une trentaine. Une petite question encore. Est-ce que... Pardon, allez-y. Non, je vous en prie, je complétais juste pour dire que nous, à cette heure, on est à un décompte de 35 pour être le plus près, pour vous donner les informations les plus précises que nous avons. Ouais. Juste une précision que j'ajoute pour ce qui a été dit s'agissant de la compétence passive notamment et des infractions qui auraient pu être commises. Vous avez, ma consoeur Ardakani faisait référence tout à l'heure à une vidéo qui a circulé, qui met en scène un ministre qui engage donc l'autorité étatique israélienne. Ce ministre a donc, lui, eu accès, avant notre consul, à ces gens qu'il a fait asseoir pour les qualifier de terroristes, pour les mettre en scène. Ça, on va en discuter, mais ça ressemble, et parce que c'est tombé ce matin, mais ça ressemble à des traitements humiliants et dégradants de détention par ailleurs, qui, en plus, ont vocation à servir un discours dont on pourra discuter de la question de savoir s'il a raison d'être tenu, qui vient corroborer un narratif israélien qui est un narratif qui consiste à assimiler ces civils qui sont en t-shirt, en casquette et en gilet de sauvetage à des terroristes. Donc il y a effectivement des bateaux qui ont été coulés, il y a des bateaux qui ont été... tous les bateaux ont été saisis, les chargements ont été saisis, les effets personnels de nos concitoyens ont été saisis, et ils sont assis, humiliés par un ministre qui les qualifie de terroristes et qui se met en scène parce qu'il est filmé et c'est retranscrit sur les réseaux sociaux. Même ministre qui avait déjà annoncé qu'ils seraient traités comme des terroristes, qui avait donc proféré en amont des menaces que nous avons effectivement d'ailleurs mises en exergue auprès du Quai d'Orsay lors de nos échanges. Donc on a quelque part, là encore, des infractions autonomes qui sont encore commises sur le sol israélien par des autorités israéliennes en la personne de ce ministre, qui nous semble éminemment problématique. Là, justement, la question, est-ce que le consulat français a des informations et ils ne veulent pas vous les donner, ou bien ils n'ont pas du tout? La réalité, c'est celle qu'on vous soumet aujourd'hui, c'est que nous avons un consulat auprès duquel, dès midi, hier, nous avons chacun d'entre nous adressé nos mandats. Nous avons un consulat auprès duquel nous nous sommes manifestés comme des
mandataires, c'est-à-dire comme des avocats mandatés pour représenter nos clients. Et c'était une représentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui visait à la fois à assurer leur protection, leur défense, la défense de leurs intérêts pendant le temps de la traversée, mais aussi pendant le temps de leur interpellation, dont on savait qu'elle allait, ou en tout cas dont on avait toutes les raisons de craindre qu'elle allait arriver. En dépit du fait que nous ayons transmis nos mandats, que nous soyons des avocats tous inscrits régulièrement à nos barreaux respectifs, nous avons une autorité consulaire qui nous répond « Nous ne nous adresserons pas à vous ». Et ils le font sciemment parce que ça leur permet de contrôler, là encore, un narratif dont nous estimons aujourd'hui qu'il est inacceptable. Et la conséquence de cette éviction, de cette obstruction à l'exercice de nos mandats, c'est laquelle? C'est que nous n'avons aujourd'hui pas d'informations précises, fiables, sur le lieu de détention, le sort de nos clients, le comptage de nos clients. On n'est pas aujourd'hui en capacité de vous dire combien de ressortissants français sont aux mains de l'autorité israélienne. Je ne suis pas en capacité de vous répondre sur ces éléments-là. C'est absolument intolérable, inadmissible. C'est impossible, comme l'a souligné mon confrère Ruiz tout à l'heure, de se dire que, ou ma consoeur Ardakani, de se dire que, alors que nous savons tous que ce qui se passe est illégal, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nous assurer de combien de ressortissants sont aux mains de l'autorité israélienne et dans quel état ils sont, et de quelle manière ils sont traités. Et même, j'irai plus loin, dans quelle procédure, même interne, l'État d'Israël s'inscrit. Parce que vous avez un ministre qui se met en scène pour les qualifier de terroristes. Est-ce qu'ils sont détenus sous le statut de terroriste? J'en sais rien, moi, aujourd'hui. Et le consul, apparemment, n'en sait rien. Est-ce qu'ils sont détenus comme des citoyens entrés illégalement sur le territoire? Quel territoire, nous en discuterons? Nous ne le savons même pas. Donc aujourd'hui, les positions et je dirais la fin de non-recevoir qui nous est opposée par les forces diplomatiques françaises et qui consiste en fait à essayer de nous renvoyer les uns vers les autres pour finir par nous dire « ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons », eh bien, elles aboutissent en fait à l'obstruction de l'exercice des droits les plus élémentaires de ces ressortissants français. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes bien démunis de vous donner des réponses précises aux questions pourtant légitimes que vous posez. Dernière question sur les chiffres pour peut-être le prendre dans l'autre sens. Vous aviez 44 mandats au départ, si je comprends bien. Il y a des gens d'autres qui ont dû faire demi-tour. Voilà. Vous êtes sans nouvelles de combien de personnes, pour le dire dans l'autre sens? On est sans nouvelles de tout le monde depuis. Ah non, oui, alors il y a effectivement, je comprends votre question, il y a effectivement ceux qui n'ont pas été interceptés parce qu'ils sont, pour des raisons X ou Y, partis avant. Et puis, avec lesquels on peut avoir des discussions aujourd'hui, puisque techniquement, ils ne sont pas aux mains des autorités israéliennes. Par contre, nous n'avons aucune nouvelle et aucun lien, évidemment, avec les 35 restants qui, eux, ont été interceptés. C'est ça, les 35, c'est selon vous avez plus de nouvelles. 35 selon les comptages que nous sommes, nous, contraints de faire un peu de briquet de broc. D'autres questions? C'est plus une contrainte télévisuelle. Et ce serait pour revenir sur les 2 infractions pénales pour lesquelles vous avez déposé plainte en France, détournement de navire et privation arbitraire de liberté. Si on peut nous récapituler ça de manière un peu plus concise, dans quel délai, voilà. Ouais, vas-y. Vas-y. Que vous fassiez. Vas-y, On est OK, ouais. Vas-y, en fait. Un délai de... Hop. Moi, je peux faire court, hein, si vous voulez, mais... Ouais. Avec le micro, c'est possible, c'est juste... Ouais, on vous... Ça. Ah oui, le micro de l'AFP, OK. Donnez-moi ça. Désolé. C'est bon. Merci. Une procédure puis l'autre. Oh. Ok. La CIJ aussi? Non, ou juste les plaintes pénales? Oui, sur les plaintes pénales. Recatégoriser les... En fait, tu fais les 3 annonces. Ah, ok, ça marche. Ok. Nous... Très court. Ouais. Mais si tu veux, je peux le faire, hein, par ailleurs. Vas-y. Ouais, ok. Bon, Bon, vas-y. Allez. Nous demandons officiellement à la France d'intervenir devant la Cour internationale de justice au soutien de la procédure menée par l'Afrique du Sud contre Israël au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, car la Cour internationale de justice a fait obligation dans plusieurs ordonnances à Israël de laisser entrer l'aide humanitaire à Gaza. Nous considérons donc que l'arraisonnement de la flottille par l'État d'Israël est constitutif d'une violation de ses obligations mises à la charge d'Israël
par la Convention de 1948 sur le génocide. La seule chose que doit et peut faire la France aujourd'hui est donc d'utiliser les voies de droit ouvertes au niveau international, à savoir la saisine de la Cour internationale de justice. Par ailleurs, nous allons, d'ici la semaine prochaine, déposer au nom des Français qui ont été arrêtés et sont aujourd'hui privés de liberté en Israël des plaintes, car la France, la justice française est compétente pour enquêter sur les crimes dont sont victimes des Français à l'étranger. Et ils ont été victimes du crime de détournement de navires qui est puni de 20 ans d'emprisonnement et de détention arbitraire, car ils sont détenus aujourd'hui en Israël, alors même qu'Israël n'avait pas le droit de les arrêter. Et les gens que nous défendons se rendaient à Gaza, qui est un territoire occupé illégalement par Israël, et ne se rendaient absolument pas en Israël. L'État israélien n'a donc aucun titre lui permettant de priver de liberté les ressortissants français que nous défendons. Bien, merci à vous tous. Merci à tous. Bien.